Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, voici le sommaire. Le Sénégal s'engage dans une nouvelle ère. La société australienne Woodside Energy a démarré la production de pétrole offshore au large de Dakar, visant 100 000 barils par jour. Bien que des progrès aient été réalisés, voyager en Afrique reste un défi. Nous verrons pourquoi la connectivité aérienne intra-africaine pose toujours problème. Et pour finir, au Zimbabwe, malgré la sécheresse due à El Niño, le secteur horticole est en pleine croissance, offrant de nouvelles opportunités aux agriculteurs. Le Sénégal fait ses premiers pas dans l'industrie pétrolière. Si l'objectif est de maximiser les bénéfices de ses ressources naturelles, des questions subsistent sur les contrats d'exploitation. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal qui vient d'intégrer le cercle des pays producteurs de pétrole. Le pays a extrait ses premiers barils le 10 juin dernier sur le champ de Sangomar au large de Dakar. Le projet, qui a nécessité environ 5 milliards de dollars d'investissement, vise une production de 100 000 barils par jour. Une aubaine pour les entreprises du secteur. Au moins, je pense que pour nous, on aura accès à l'énergie de manière moins coûteuse. Et forcément, cela va impacter sur la compétitivité des entreprises. Nous allons d'abord, avoir la disponibilité de produits, beaucoup plus. On aura, on l'espère, une baisse aussi du coût du carburant. Et je pense que ça permettra aussi, au niveau vraiment, de revoir toute la fiscalité autour du pétrole, de manière à ce qu'on puisse avoir un produit accessible. Le Sénégal possède d'importantes réserves de gaz pouvant atteindre 100 millions de tonnes par an d'ici 2030, avec des revenus annuels estimés à 700 milliards de francs CFA, soit plus d'1 milliard d'euros sur 30 ans. Cependant, des zones d'ombre subsistent autour des contrats d'exploitation, jugés défavorables par les nouvelles autorités qui souhaitent les renégocier. Dans le projet Sangomar, la société australienne Woodside détient 82% des parts, contre 18% pour l'État sénégalais, avec une part de profit pour le Sénégal variant de 15 à 40% selon la production, ce qui comporte des risques selon des experts. Notre invité cette semaine est l'économiste et financier sénégalais Ousmane Dieng. Monsieur Dieng, bienvenue dans Business Africa. Le Sénégal est entré dans le club des producteurs de pétrole. D'un point de vue économique, qu'est-ce que cela représente pour le Sénégal? C'est une très bonne nouvelle pour l'économie sénégalaise parce que ce sera un levier sur lequel les pouvoirs publics pourront s'appuyer pour transformer structurellement l'économie du Sénégal. Cette manne financière permettra aussi d'avoir des taux de croissance à 2 chiffres, mais c'est de pouvoir mettre en place des leviers qui permettent aussi de financer toute l'économie locale. Tout le monde sait que, en tout cas, nous, les pays africains, notamment le Sénégal, la problématique de la transformation structurelle de l'économie est un gros enjeu. Nous sommes convaincus que si le problème de ressources financières n'est pas résolu de manière définitive, mais elle le sera de manière conséquente, et que ce sera aux autorités de devoir orienter cette manne financière au niveau des priorités de politique publique. Dans le projet Sangomar, la part de profit pour le Sénégal varie de 15 à 40% selon la production. Y a-t-il des risques associés à cette part de profit variable? Oui, c'est un contrat entre deux entités. Donc, la quote-part des actionnaires dépend naturellement du montant de la mise de l'investissement en equity qui est mis en place. Il y a un capital qui est là, c'est la base d'un investissement. Dans le cadre du plan de financement, ce qui est financé en equity, c'est les actionnaires qui les apportent. Le Sénégal ne pouvait pas aller au-delà de ce montant. Si le Sénégal avait les moyens pour aller chercher ce pétrole, je pense qu'il l'aurait fait depuis les années 60. Donc, il faut aussi reconnaître qu'il y a des investisseurs qui ont eu des permis, qui ont cherché, qui n'ont rien trouvé. Donc, tout le risque aujourd'hui est supporté par un partenaire financier et stratégique. Maintenant, le risque, c'est la part variable, c'est lié nécessairement sur l'évolution des coûts du pétrole sur les années à venir. Observons le coût du pétrole, comment ça va se comporter. Mais on sait que, en tout cas, c'est rare qu'on puisse assister à des cracks boursiers qui font que le pétrole ne va pas coûter 1 franc ou bien à des niveaux relativement bas. Donc pour moi, le risque de cette baisse est relativement maîtrisé.
Mais il ne faut jamais perdre de vue dans le contrat de société. Bon, c'est lui qui apporte le plus de capital, c'est lui qui a une bonne part du résultat. La nouvelle administration s'est engagée à revoir les contrats gaziers et pétroliers avec les compagnies étrangères. Dans le cas de Sangomar, comment la répartition des parts peut-elle être ajustée pour favoriser les bénéfices du Sénégal ? Moi, honnêtement, en toute humilité, je pense que j'ai beaucoup d'admiration au président Faye. C'est quelqu'un de très posé et de très pondéré. On est dans un contexte de changement de régime politique et croyez-moi, ces investisseurs, quand ils ont fait le plan stratégique, ils ont analysé le macro-environnement, ils avaient intégré ce risque politique. Ça fait partie de l'analyse stratégique dévolue à toute entreprise. Maintenant, honnêtement, l'urgence se trouve au niveau de dire, voilà, cette production de pétrole peut augmenter rapidement la capacité de production et de raffinage au niveau local pour pouvoir impacter significativement le prix du kilowattheure. Si on arrive à avoir l'électricité en abondance à un coût très compétitif, l'économie ne demande que ça. Donc pour moi, c'est là-bas la priorité de la priorité et que ces revenus, cette manne financière, peut-être peut être utilisée pour mettre en place de vrais fonds d'investissement qui vont venir accompagner le besoin en equity des entreprises locales, qui est vraiment important. Maintenant, il y a toujours une structuration financière qu'on peut mettre en place pour pouvoir mettre ces revenus futurs en collatéral pour pouvoir lever des ressources et investir sur des porteurs très productifs. Donc, moi, c'est à ce niveau. C'est la bataille, c'est plus à ce niveau que se dire, voilà, au lieu d'avoir 100, je vais avoir 110. Ça, c'est pas figé, ça peut évoluer. Monsieur Ousmane Dieng, merci pour votre expertise. C'est moi qui vous remercie et bien des choses à tout le monde. L'intérêt croissant des investisseurs étrangers dans le marché aérien africain démontre l'attractivité de ce secteur. Pourtant, la connectivité insuffisante entre les destinations africaines reste un obstacle à son expansion. En Afrique, voyager d'un pays à l'autre peut s'avérer complexe et coûteux. Le trafic aérien intra-africain reste un défi de taille. Les voyageurs doivent souvent faire des détours par l'Europe ou les aéroports du Golfe, ce qui allonge la durée des trajets et fait grimper les prix des billets. Les billets d'avion intra-africains sont parmi les plus chers au monde, avec des coûts élevés de kérosène et des taxes aéroportuaires importantes. En 2021, l'Association des compagnies aériennes africaines a constaté que les passagers africains payent $50 de taxes lors de leur déplacement contre $30,25 en Europe et $29,65 au Moyen-Orient pour le même temps de vol. Avec seulement 19% des liaisons entre les 54 pays de l'Union africaine bénéficiant des vols directs hebdomadaires en 2021, des efforts tels que le marché unique du transport aérien visent à libéraliser le trafic, mais progressent lentement. Selon une étude de l'Association du transport aérien international, libéraliser le marché pourrait augmenter le trafic de 81%, générer 1,3 milliard d'euros et créer 155 000 emplois. Le marché aérien africain, attractif et en plein essor, attire toujours les investisseurs étrangers, comme le montre l'intérêt de Qatar Airways pour une participation majeure dans Rwandair. En pleine sécheresse, l'horticulture offre une lueur d'espoir pour les agriculteurs du Zimbabwe. La start-up Kumunda révolutionne le secteur en offrant de nouvelles opportunités d'exportation aux petits exploitants. L'Afrique australe est confrontée à une grave sécheresse due à El Niño et les producteurs de cultures commerciales sont les plus touchés. La plupart des agriculteurs au Zimbabwe cherchent désormais de nouvelles façons de pénétrer les marchés. L'horticulture est devenue la voie la plus lucrative, un secteur autrefois réservé aux grandes exploitations commerciales, mais un entrepreneur a décidé de changer la donne. Kumunda est une société d'exportation basée au Zimbabwe. Nous travaillons avec des agriculteurs sur des exploitations de petite et moyenne taille. Nous les aidons à cultiver des produits destinés au marché de l'exportation. Nous les soutenons avec des intrants. De nombreux agriculteurs cherchent à cultiver pour quelqu'un. Ainsi, 60% des terres appartiennent à de petits exploitants et dès que vous créez un débouché et une filière, tout le monde veut en faire partie. Face à une forte demande de produits horticoles, Clarence Moillet dessert 2500 agriculteurs et emploie plus de 60 personnes.
L'entrepreneur révolutionne l'agriculture en créant des débouchés d'exportation tout en offrant des formations aux petits exploitants à travers le pays. Malgré la sécheresse persistante, l'horticulture continue de croître au Zimbabwe, comme observé par le ministère de l'Agriculture. Au cours de la dernière année, nous avons observé une augmentation globale de la production des différentes cultures du secteur horticole. Même si le reste de l'agriculture a été beaucoup touché par la sécheresse due au phénomène El Niño, le secteur horticole a continué de croître. C'est ce que nous avons pu véritablement constater. L'exemple de Kumunda montre que les petits exploitants peuvent jouer un rôle crucial dans la croissance économique. Clarence Moillet reste optimiste et pense qu'ils dépasseront les 2500 agriculteurs qu'ils servent actuellement dans quelques mois. Voilà qui conclut Business Africa, mais l'information continue sur Africa News. Pour retrouver cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.